pas parler de moi-même et je crains de ne pas être doué pour l'autoportrait. Je voudrais cependant réfléchir tout seul d'une question qui m'a préoccupé pendant que je songeais à l'autoportrait. Quelle a été la part de nécessité ou de vocation et la part de hasard dans mon existence? Et j'ai trouvé de manière frappante au moins deux moments de vocation ou de nécessité et un grand nombre de circonstances d'accidents. Je dirais volontiers qu'il y a eu dans mon existence plus que de vocation d'ordinaire et aussi plus de hasard. Le premier moment de vocation, c'est très simple. Mon existence intellectuelle a commencé quand j'avais 16 ans, quand je suis entré dans la classe de philosophie, et au bout de 3 mois, j'ai décidé que je consacrerais ma vie à la spéculation philosophique. Bien entendu, je n'ai pas été le seul élève de la classe de philosophie, ébloui, enivré par la spéculation au bout de quelques semaines ou quelques mois. Mais le fait est que mon enivrement a duré dans une certaine mesure jusqu'à aujourd'hui. À partir de là, c'est très simple. Quand on veut philosopher dans nos sociétés, en tout cas en France, il faut devenir professeur de philosophie. C'est pourquoi j'ai passé le baccalauréat, comme tout le monde, puis l'école normale, comme beaucoup d'autres, ensuite l'agrégation de philosophie, parce que c'est la voie normale, et puis j'ai eu les 4 années de l'école normale, et j'en suis sorti, non pas du tout glorieux de mes succès scolaires, mais au fond souffrant du mal de vivre et incertain de moi-même. La raison profonde, en raison des questions personnelles qui n'intéressent personne, la raison que je puis présenter, c'était que celui des philosophes qui m'avait influé le plus, à savoir Léon Brunswick, en même temps m'avait donné le sentiment que la philosophie était impossible. Ou tout au moins, celle de la philosophie que j'aimais de passion, à savoir la métaphysique. Il m'a convaincu, sans le vouloir, qu'à notre époque, la métaphysique est impossible, ou qu'on ne peut philosopher que sur une matière. Et alors ma deuxième décision a été de passer à la réflexion sur les sociétés, sur la politique. Et cette décision, je l'ai prise en Allemagne, et mon séjour en Allemagne entre 1930 et 1933 a été évidemment décisif pour l'ensemble de ma carrière. D'abord, en Allemagne, j'ai découvert, disons, mon projet existentiel avec un peu de prétention. Un beau jour, en me promenant le long du Rhin, j'ai pensé que je voulais être à la fois spectateur et engagé. Spectateur de l'histoire se faisant et engagé dans cette histoire en train de se faire. De ce fait, j'étais fasciné par la question, peut-on passer l'histoire de manière telle qu'on en déduise la manière d'agir? Du coup, j'arrivais à ce qui fut une de mes occupations presque principales, à savoir le marxisme. En effet, j'ai commencé à étudier le marxisme, j'ai lu Le Capital de Marx pour la première fois en 1931. Et à cette époque, en 1931, la question que je me posais était la suivante. J'avais été pendant quelques mois au Parti socialiste. Et puis je me suis dit, c'est tout de même pas très raisonnable pour un homme de pensée d'avoir des opinions politiques sans réfléchir, sans savoir ce que l'on peut dire en fonction des sciences, même imparfaites, des sciences sociales. En d'autres termes, le début de ma réflexion sur le marxisme était une réflexion sur mes opinions politiques. Je crois que dans le premier livre important, tout au moins pour moi, que j'ai publié, à savoir l'introduction à la philosophie de l'histoire, je raconte dans le chapitre qui traite de la connaissance de soi qu'à un moment donné, en 1931, j'ai décidé de soumettre à la critique philosophique mes opinions politiques. Et la lecture de Marx était une introduction à, disons, à la pensée raisonnable appliquée à la réalité sociale.
Et une des raisons probables pour lesquelles mon évolution politique a été si différente de celle de mes amis, de ceux de ma génération, c'est que j'ai étudié aussi scientifiquement que possible la sociologie ou l'économie politique, beaucoup plus, disons, que mon ami Merleau-Ponty. En même temps, dans mon séjour en Allemagne, j'ai découvert le diabolique. J'ai découvert la puissance, la politique, le monstre, le monstrueux, car j'ai vécu depuis 1930 jusqu'à 1933, au mois d'août, la montée au pouvoir du Hitler, et en suivant l'arrivée au pouvoir de Hitler, j'étais à la fois terrifié et fasciné. Terrifié parce que, entre 1933 et 1939, j'ai attendu la catastrophe inévitable, c'était la guerre, et en même temps fasciné en ce sens que la politique à ce degré de dramatique, ces mouvements de foule courant vers le malheur, tout cela, ce n'était pas un objet de spectacle seulement, c'était un objet, une matière de réflexion philosophique, de réflexion sur la manière dont se déroule l'histoire et la manière dont vivent les hommes. À cette époque, c'était facile, si je puis dire, d'être contre, parce qu'il était facile pour un Français intellectuel de milieu israélite d'être contre le national-socialisme. Mais en même temps, mon contact avec les étudiants allemands nationalistes, même nationaux-socialistes, ces jeunes Allemands me donnaient quelque chose d'indispensable aux sociologues, c'est-à-dire, ils me donnaient l'autre, l'altérité. Lévi-Strauss a découvert l'autre dans les sociétés archaïques. Moi, j'ai découvert les autres dans la société moderne, sous la forme de Hitler et ceux qui le suivaient. Alors, à partir de là, j'ai été, si je puis dire, purifié, et définitivement, de ce que j'appellerais l'idéalisme universitaire. J'ai eu le sentiment que la politique était tragique et qu'on ne pouvait avoir que des opinions raisonnables, qu'il fallait respecter autant que possible les autres et accepter les dissentiments. Je crois que dans un des chapitres de l'introduction à la philosophie de l'histoire, j'ai opposé la politique de l'entendement et la politique de la raison. Ce que je définissais la politique de la raison, c'est le marxiste qui prétend savoir le déroulement de l'histoire tout entier et qui décide ses attitudes en fonction de ce mouvement global. La politique de l'entendement, c'est celui qui d'abord reconnaît les limites de son savoir et qui, dans des conjonctures perpétuellement changeantes, essaye autant que possible de sauver les valeurs auxquelles il tient. J'ai expliqué ou exposé la même antithèse 30 ans plus tard en parlant des conseillers du prince et des confidents de la Providence. Les confidents de la Providence, ce sont pour moi les marxistes. Les conseillers du prince, même quand ils ne sont pas conseillers ou qu'ils ne trouvent pas de prince, c'est ceux qui essayent de se mettre dans la réalité politique et de déterminer ce qui est possible et souhaitable. Encore une anecdote, je me souviens d'un dialogue avec Albert Olivier à Combat. Il avait écrit un éditorial brillant contre le gouvernement. Je lui ai dit, bon, tout ça c'est très gentil, mais à la place du gouvernement, qu'est-ce que vous feriez? Et il m'a répondu, ça ne me regarde pas. Je suis un journaliste et je suis un critique. Et je lui ai répondu, et c'est ma conviction profonde, il y a une certaine forme de critique qui exige que le journaliste se mette à la place du gouvernement, c'est-à-dire qu'il se demande ce qui est possible, le gouvernement étant en place. Et depuis lors, chaque fois que j'ai rencontré un ministre, qui m'est arrivé pas très souvent, mais de temps en temps, je préparais une réponse à une question de cet ordre, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je crois maintenant que je voudrais passer au hasard. Le hasard, c'est d'être devenu journaliste.
car quand j'avais 18 ans ou 20 ans, quand je tenais de temps en temps mon journal, ce dont j'avais peur à l'avance, c'est de devenir un homme politique. J'étais à l'avance plein de mépris pour moi-même si je devenais un homme politique. Alors j'ai de peu évité cette honte, si je puis dire, mais tout de même, je me suis approché de la politique de très près. Alors, comment suis-je arrivé à la deuxième carrière, la carrière de journaliste? J'ai écrit pendant 1 an ou à peu près dans le Combat, 30 ans dans le Figaro, et depuis quelques mois, j'écris régulièrement dans l'Express. Le premier accident, c'est qu'arrivé à Londres après la campagne de France, je m'étais engagé dans une compagnie de chars d'assaut, et puis à la veille du départ pour Dakar, j'ai été rappelé à l'état-major pour contribuer à une revue qui s'appelait La France libre. Et ça a été ma première rencontre avec un journalisme ou un parajournalisme. Et cette revue a eu un succès considérable en Allemagne, en Angleterre pendant toute cette période, de telle sorte que je suis resté à l'intérieur de cette revue jusqu'en 1944. À mon retour, parce que j'étais intoxiqué par la politique, j'ai pris une décision absurde, c'est-à-dire que je ne suis pas rentré immédiatement dans l'université. Ce qui signifie qu'entre 1945 et 1955, je suis resté en dehors de l'université. J'ai donné des cours à l'Institut d'études politiques ou à l'École nationale d'administration, mais j'étais essentiellement dans le journalisme et la politique. Et vers 1954 ou 1955, j'étais sur le point de glisser dans une amertume totale. Je ne savais pas pourquoi, mais au fond de moi-même, je savais que j'étais en train de ruiner une partie de ma vocation, qui était d'être un enseignant. Il s'ajoutait d'autres circonstances. Entre 1950 et 1955, j'étais mis au banc de l'intelligentsia parce que j'étais anti-stalinien avec passion, un petit peu moins que Khrouchtchev tout de même, mais enfin assez, et tout à fait inacceptable à l'époque pour les intellectuels français, y compris pour mes amis de jeunesse. Et puis j'avais été frappé par des malheurs, par des blessures qui ne cicatrisent jamais. Le mélange de ces circonstances personnelles et d'une carrière qui ne me donnait pas satisfaction m'ont glissé à un moment jusque je déteste, à savoir de détester le monde et les autres. Et en 1955, j'ai été sauvé, d'abord par le fait que j'ai été élu à la Sorbonne, ce qui était miraculeux, à la suite d'une campagne tellement politique que c'était incroyable. Et d'ailleurs, avec mon irrationalité ordinaire, j'avais publié L'opium des intellectuels exactement 2 mois avant d'être candidat à la Sorbonne. Peut-être ça m'a donné tout de même quelques voix à la Sorbonne, mes collègues ayant pensé qu'au moins j'avais le courage de mes opinions. Bien entendu, entre les grands auteurs dont j'ai beaucoup traité, il y a une similitude en profondeur. Il y a certainement des affinités électives entre Tocqueville, Max Weber et Clausewitz, si différents qu'ils soient. Tous les deux ont en commun d'être des personnalités partagées ou déchirées. Les trois sont des hommes au fond d'eux-mêmes tristes parce qu'ils voient la réalité de manière impitoyable telle qu'elle est et que par ailleurs ils sont ou bien romantiques ou bien nostalgiques d'un ordre disparu, ou bien ils sont passionnés. Et inévitablement, j'ai donné à ces trois personnages, lorsque j'en ai esquissé des portraits, je leur ai donné des traits qu'ils possédaient, je crois, mais qui me frappaient et qui justifiaient le livre que j'écrivais. Pourquoi est-ce que j'ai tant écrit sur Max Weber, sur Tocqueville, sur Clausewitz, et non pas expliqué directement, à titre personnel, mes idées? Eh bien, je crois qu'en profondeur, j'ai un certain goût de me mesurer
avec des hommes supérieurs. Cela dit, le dialogue avec Clausewitz reste peut-être quelque peu mystérieux parce que pourquoi est-ce que je me suis tant intéressé aux affaires militaires? Tout cela a commencé pendant la dernière guerre, parce que j'étais quelque peu honteux que personne en France, parmi les hommes de pensée, n'ait réfléchi sur la guerre. Et puis il y a une autre raison qui me paraît plus importante, c'est l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, ce n'est plus la guerre au sens ordinaire du terme. L'arme nucléaire devient un objet de réflexion philosophique. En effet, dans la mesure où il s'agit d'utiliser une arme pour ne pas l'appliquer effectivement, où l'arme devient un moyen d'éviter la guerre, nous sortons du domaine propre des spécialistes de la chose militaire et nous entrons dans un objet de réflexion semi-philosophique ou semi-politique. Et effectivement, j'ai écrit plusieurs livres sur les problèmes nucléaires, bien ou mal, je n'en sais rien, mais ce sont des livres qui ont été lus par les militaires dans tous les pays, parce que lorsque les militaires écrivent sur les problèmes nucléaires, ils n'écrivent pas autrement qu'un homme comme moi, qui évidemment est sans culture véritable de la chose militaire au sens étroit du terme. Peut-être dois-je ajouter que le retour à Clausewitz a été le retour à mon ivresse de la culture allemande. Car dans ma jeunesse, j'ai lu avec passion la critique de la raison pure, 10 heures par jour, avec transport. Et puis, quand je suis parti pour l'Allemagne, je voulais sortir de la France, de l'Hexagone. J'étais irrité par les limitations de la pensée et de la chose française, et j'ai été transformé par le contact avec la culture allemande. Je dis volontiers que parmi les Français, il y en a qui sont du côté de l'Allemagne, d'autres du côté du monde anglo-saxon et d'autres du côté de l'Espagne. Peut-être une petite originalité dans mon cas, c'est que je passe à la fois du versant allemand et du versant anglo-saxon. Je dirais volontiers que quand j'essaye de philosopher, je suis de la culture allemande en français. Et quand je réfléchis sur la politique, je suis dans le monde anglo-américain. En dernière analyse, je ne suis ni un Allemand, ni un Américain, ni un Français. Je suis malgré tout un Normalien d'un type un peu singulier. Et puis aujourd'hui, si j'essaye de réfléchir sur ce qu'a été mon existence, la question que je me pose rarement, parce que c'est inutile, mais puisqu'aujourd'hui je suis obligé de me poser cette question, c'est: est-ce que la rencontre avec le journalisme a été un hasard fâcheux ou une bonne rencontre? Et au bout du compte, je ne connais pas la réponse. Bien entendu, il est possible que 30 années de critique politique dans le Figaro aient eu une certaine influence dans la vie politique française. Mais d'un autre côté, il est incontestable que les livres que j'ai écrits depuis la Deuxième Guerre auraient été autres si je n'avais pas écrit dans les journaux. Je pense que la plupart des livres que j'ai écrits, j'aurais dû les écrire, et en ce sens, ils étaient nécessaires. Par exemple, je voulais écrire un gros livre sur l'analyse du type de société que j'appelle les sociétés industrielles. Ce gros livre, je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai réparti, si je puis dire, en 3 petits livres dans des cours de la Sorbonne. Si j'avais été seulement professeur, j'aurais probablement écrit ce grand livre. Mais enfin, c'est une question au fond futile. Le fait est que j'ai été à la fois l'un et l'autre, et que je suis encore l'un et l'autre. Je n'ai pas trop mauvaise conscience à l'égard de moi-même, en ce sens que, bien entendu, je me souviens avec regret, quelquefois avec humilité, de ce que j'ai écrit ou de ce que j'ai fait. Mais en gros,
Je pense qu'en fonction de ce que j'étais, des valeurs auxquelles je crois, de la personnalité que je suis, je devais avoir les attitudes que j'ai adoptées immédiatement après la guerre à l'égard du stalinisme, ensuite sur la question des colonies, de manière générale à l'égard des sociétés françaises et occidentales. Bien entendu, je me suis trompé comme tout le monde, mais en gros, j'ai essayé de faire ce qui correspondait à ce que je pouvais faire. Il reste naturellement que au moins 2 regrets, ou si possible 2 projets. L'un de ne pas avoir écrit un livre sur Marx comparable à celui que j'ai écrit sur Clausewitz. Ce serait plus difficile, mais si la biologie est indulgente à mon égard, peut-être je l'écrirai. Et peut-être j'aurais dû, et j'ai voulu le faire pendant des années, écrire la suite de l'introduction à la philosophie de l'histoire. Réécrire ce premier livre que j'ai grand-peine à relire aujourd'hui, tant la manière d'écrire de ma jeunesse mérite aujourd'hui, et d'autre part le livre exigerait une conclusion ou une suite, la suite que j'annonçais dans une note à la dernière page du livre. Cette suite, j'en ai écrit des fragments, j'en ai donné des cours, mais jamais tout cela ne m'a donné satisfaction. Par conséquent, comme il faut finir avec un espoir, disons que je termine sans exclure la possibilité d'écrire cette suite à l'introduction à la philosophie de l'histoire, suite qui me justifierait, puisque cette suite démontrerait que je ne me suis pas complètement perdu dans l'actualité et dans le journalisme.